Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite aventure sur Livre Adventure TV. Ce soir, c'est Les Tisseurs d'Orage, un livre solo de Pavel Ziemski qui est sorti il y a environ 4 ans. Alors il y a pas mal de vidéos en français qui existent déjà, enfin une petite dizaine, clairement, dont une vidéo d'Etrigan d'ailleurs, et moi je m'y attaque seulement maintenant, mais c'est conforme au petit sondage que j'ai réalisé sur la chaîne où les deux livres qui sont arrivés en tête sont Les Tisseurs d'Orage pour être joués sur la chaîne, ainsi que Le Serpentaire. Donc toujours plein de choses à faire. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de vidéos sur ce tisseur d'orage. J'espère, j'aime bien commencer ce que j'entame, mais il faut bien dire ce qui est. Parfois, c'est un petit peu difficile. Il existe sur la chaîne une vidéo découverte que je vous invite à consulter si vous voulez voir en détail les règles, parce que là, je vais passer assez vite pour attaquer très rapidement le début de l'aventure, si vous êtes d'accord. Donc, une magnifique édition avec une couverture cartonnée, quelque chose voilà, de bien présenté et d'assez agréable. Paraît-il qu'il y a pas mal de petites coquilles dans le livre, on verra. Je vous montre très rapidement le dos. Donc la particularité, c'est qu'à certains moments, on va faire quelques mini wargames à l'aide du nain, dont j'ai oublié le nom, mais je vais vous le rappeler dans quelques instants. Je vous remontre la figurine, si j'arrive à ouvrir cette boîte. Donc la voici, elle n'a pas été peinte par mes soins, mais par la personne qui m'a vendu le jeu d'occasion. C'est du travail tout à fait raisonnable, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire aussi. Merci à lui, parce que moi, la peinture, c'est parfois un petit peu difficile. Un petit peu long. Alors, ce tisseur d'orage, juste après le générique. Vous êtes un intrépide guerrier nain, parti au secours de votre ami à travers les plaines gelées du Nord. Ce livre vous guide dans une aventure épique où vos choix déterminent votre destinée. Les plateaux de combat et les pions fournis vous permettront d'illustrer les combats les plus intenses de votre expédition. Vous incarnez Timin, un nain mercenaire. Avant de commencer votre aventure, vous devez définir les caractéristiques de votre personnage et les noter sur une fiche qui se trouve à la fin du livre. Par ailleurs, nous vous conseillons de dessiner une carte du monde au fur et à mesure de votre avancée. Un espace est réservé à cette fin à côté de la fiche de personnage. Pour personnaliser le style de jeu de Timin selon vos préférences, vous allez lui attribuer des points supplémentaires en dextérité et en sagesse. Ces caractéristiques peuvent évoluer au fil de votre aventure. Donc la vitesse par défaut, c'est 2. Donc voici ma petite fiche de personnage que j'ai photocopiée en A4 parce que moi j'aime bien quand c'est gros. Donc 2 en vitesse. Grosso modo, c'est le nombre de cases dont on va pouvoir se déplacer. La dextérité, 5 plus le nombre de points de 0 à 4 que vous déciderez d'y allouer, voir ci-dessous. La sagesse, 5 plus le nombre entre 0 et 4 que vous déciderez d'y allouer ci-dessous. On a 4 points à répartir. Le coefficient d'armes, donc qui va nous permettre d'avoir des dégâts supplémentaires. Et puis un coefficient d'armure qui me permettra de diminuer les dégâts que je vais encaisser. Alors 20 points de vie. 20 points de vie, alors effectivement, on a 20 cases ici. Alors, il y en a quelques-unes qui sont grisées parce que je me rends compte que l'ancien possesseur du livre a grisé un certain nombre de cases et que je n'ai pas effacé. Donc, j'aurais pu le faire avant de faire la photocopie. C'est pas grave, on a bien 20 cases. Alors, moi, je vais jouer un personnage assez moyen. Donc, je vais mettre 7 en dextérité et 7 en sagesse. Souvent, pour faire un test de dextérité, c'est de lancer 2 dés. Il faut faire un nombre inférieur ou égal à la dextérité, et pareil pour un test de sagesse. Donc 7 et 7 en dextérité. Coefficient d'armure, on a 0 au début, et en arme, 0 également. Je crois qu'on a 50 or, c'est bien ça. Et les points de V de départ, 20.
et on ne pourra pas dépasser ce total. Donc je vous ai en quelques instants réexpliqué un petit peu les règles. Ok, test de caractéristiques, je vous laisse relire si vous le souhaitez. Alors, petite particularité qui n'est pas rappelée sur la feuille de personnage, lorsque vous avez moins de 10 points de vie mais plus de 4, vous devez ajouter une pénalité de plus 2 à vos résultats de dés. Si vous avez 4 points de vie au moins, vous devez ajouter une pénalité de plus 4 au résultat de vos dés. Donc moi, je sais comment je vais faire pour me le rappeler. Je vais le noter en dessous les cases. Donc, plus 4. Et on a dit jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus 2. D'ailleurs, ils auraient pu le faire, je dirais, de leur propre chef. Voici. Alors, petit exemple rapide. Timine a 8 points de vie et doit effectuer un test de sagesse. Pour cet exemple, sa sagesse est de 7 et il n'y a pas de modificateur. Il lance 2 des 6 et obtient 6. Comme il a été blessé, ses points de vie sont compris entre 9 et 4. Il doit ajouter 2 à ce jet. Il obtient donc un résultat de 8 qui est supérieur à sa valeur de sagesse. Il échoue au test. Deuxième type de test, pile ou face. Donc c'est un pile ou face dans le plus pur style, dans la plus pure tradition qui existe. Et moi, je vais utiliser un dé à 6 faces. Donc on dira face 4, 5, 6 et pile 1, 2, 3 ou quelque chose de ce genre. Alors la phase de combat, je vais revenir un peu rapidement dessus. On a le choix parfois entre un seul adversaire, ça sera très simple, on n'aura pas besoin de plateau de jeu ni de figurines. Et si on joue contre plusieurs adversaires, on va sortir un plateau de jeu, on va sortir les figurines. Donc le combat se déroule sous forme de manche avec plusieurs phases à l'intérieur. Un combat typique, team 1 se déplace et combat. Donc pour se déplacer, il a une vitesse de 2, il se déplace de 2 cases. Toujours orthogonalement ou horizontalement, ou verticalement ou horizontalement, je veux dire. Donc 2 cases, phase d'attaque. Donc il y a une possibilité d'attaque normale, d'attaque spéciale ou pas d'attaque. Ensuite, phase de déplacement de l'ennemi numéro 1, phase d'attaque de l'ennemi numéro 1, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les protagonistes soient déplacés et aient attaqué. La manche s'achève lorsque tous les combattants ont effectué leurs actions. La première manche est suivie d'une deuxième, etc., etc. Alors, phase de déplacement, je vous l'ai exposé, je ne reviens pas dessus. Et un peu plus compliqué, mais pas beaucoup, c'est assez simple. Et c'est ce qui est agréable aussi, ça sera fluide. Alors, il est uniquement possible d'attaquer les ennemis. Les ennemis, ces derniers doivent se trouver sur une case voisine, adjacente, sur laquelle se trouve le personnage. Les cases diagonales ne comptent pas. Les personnages peuvent attaquer un seul ennemi par phase d'attaque, sauf si les consignes du combat indiquent clairement le contraire. Alors, pour attaquer, on définit la valeur d'attaque. On jette un dé à 6 faces et on ajoute la dextérité au résultat. On fait pareil pour l'adversaire, donc on lance un dé pour sa défense et on ajoute sa dextérité. Si les résultats sont égaux, rien ne se passe. Et si l'un des deux dépasse la dextérité de l'adversaire, eh bien, on va pouvoir infliger des dégâts. Alors, on compare les deux résultats. Le personnage qui obtient le meilleur résultat remporte la phase d'attaque. Ce peut être le défenseur. Son adversaire perd la phase d'attaque. Par exemple, si Timine obtient 10 en attaque et le défenseur obtient 8, Timine remporte la phase d'attaque et son attaque réussit. Vous pouvez donc maintenant attribuer les dégâts. En cas de match nul, aucun dégât n'est infligé, personne ne gagne ni ne perd, et la phase d'attaque est terminée. Il est important de noter que l'attaquant peut subir des dégâts sur une attaque qu'il a initiée si le défenseur obtient un meilleur résultat que lui. Dans ce cas, on déterminera les dégâts infligés par le défenseur à l'attaquant en comparant le coefficient d'arme du défenseur au coefficient d'armure de l'attaquant, en plus de la différence de résultat. Donc quand même quelque chose d'assez aléatoire, mais bon, écoutez, il y a des jets de dés, c'est comme ça. En d'autres termes, si Timine attaque lors de son tour mais perd sa phase d'attaque, il subit les dégâts infligés par l'arme de son ennemi, c'est logique. On comptabilise les dégâts, calcule la différence entre le score d'attaque du gagnant et le score d'attaque du défenseur, ajouter le coefficient d'arme du gagnant à ce résultat, soustraire le coefficient d'armure du perdant au score ainsi obtenu, ok, retrancher le score au point de vie, ok, c'est tout à fait limpide, je trouve. Dégâts supplémentaires éventuels selon votre arme.
Alors, si la quantité de dégâts reçus est supérieure ou égale à 3, l'ennemi est repoussé. À noter qu'il ne précise pas si Timine est repoussé. Enfin bon, on va appliquer la règle Arkham, à savoir lire c'est fort, on applique strictement ce qui est écrit, donc ça ne s'applique pas à Timine, ça ne s'applique qu'aux ennemis. Alors on peut repousser un ennemi donc sur les éléments du décor qui pourront éventuellement leur faire perdre des points de vie. Alors, petite particularité aussi, les manches gagnées et les manches perdues. Certains paragraphes vous renvoient vers une issue différente selon que vous gagnez ou perdez la manche. Dans ce cas, vous devez déterminer si Timine a infligé des dommages à l'ennemi au cours de cette manche et s'il a été touché, qu'il ait reçu ou non des dégâts. Si Timine a infligé des dégâts et n'a pas été touché, on considère qu'il a remporté la manche. Dans tous les autres cas, la manche est perdue, même si Timine finit par gagner le combat. En d'autres termes, si Timine touche son adversaire sans causer de dégâts ou s'il inflige des dégâts mais se fait toucher, même sans subir de dégâts, on considère que la manche est perdue. Voilà. Alors, on a des attaques spéciales. On en a 3. Attaque sournoise. Pour effectuer une attaque sournoise, testez votre sagesse. Si vous réussissez le test, résultat inférieur ou égal à votre sagesse, vous infligez immédiatement 3 points de dégâts à l'ennemi. Alors, je suppose qu'on utilisera ça pour les ennemis qui ont une très très grosse armure. Paraît logique, hein. Quel que soit son coefficient d'armure. Si vous échouez, résultat supérieur à votre sagesse, vous recevez immédiatement 3 points de dégâts, quel que soit votre coefficient d'armure, c'est à double tranchant. La charge. Lorsqu'un attaquant porte une attaque directement après avoir fait un déplacement d'au moins 2 cases en ligne droite, il bénéficie d'un bonus de charge de +1 au résultat de son jet d'attaque. Ce n'est pas un dégât supplémentaire, mais simplement un bonus apporté à l'attaque. Ok, donc se déplacer de 2 cases en ligne droite. Repousser un ennemi. Si les dégâts reçus sont supérieurs ou égaux à 3, l'ennemi est repoussé. Éloigner la figurine du personnage qui a reçu le dégât de 2 cases en ligne droite par rapport au personnage qui a infligé les dégâts, de manière à s'éloigner du combat. Si un obstacle se trouve sur le chemin de l'ennemi à se repousser, colonne, table, mur, feu de camp ou autre personnage, le personnage repoussé s'arrête devant l'obstacle mais perd un point de vie supplémentaire. Pour certains combats, des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer. Elles sont alors indiquées dans les consignes. Alors, est-ce que lorsqu'on repousse en dehors de la carte, on subit aussi un dégât supplémentaire? Je pense que oui, ce n'est pas précisé, mais ça me paraît d'une extrême logique. Et enfin, l'encerclement. Si 2 ennemis ou plus se trouvent dans les cases adjacentes à Timine, il est encerclé. Sa dextérité diminue du nombre d'ennemis qui l'encerclent. -1 point avec 2 ennemis, -2 avec 3 ennemis, etc. Alors on note qu'il n'y a pas de zone de contrôle ou de sortie de la zone de contrôle. Bon, c'est quand même un wargame assez basique. Je pense que ça pourrait être un peu plus détaillé, que certains joueurs comme moi, qui ont été wargamers dans une partie de leur carrière, trouveraient ça intéressant. Alors, combat sans plateau. Bon, ça c'est tout bête. Alors, pas d'attaque spéciale, pas de phase de déplacement, mais il y a quand même l'attaque sournoise. Il faudra s'en souvenir, n'est-ce pas, Largo? Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour et on va enfin pouvoir attaquer. J'espère que ça n'a pas été trop long. Alors, il ne faudra pas que j'oublie ça. On a lorsque la partie s'arrête, c'est-à-dire lorsque Tim est tué et si ses points de vie tombent à 0, dans ce cas, rendez-vous au paragraphe suivant. 225, 110, 69, 70, selon qu'on soit mort hors combat, si on est mort au combat, mort dans Erin Gobrash, je crois que c'est peut-être la forteresse Nent, quelque chose comme ça, ou au 225 dans la frontière nord. Alors dans la frontière nord, ouais, ok. Introduction. C'est à moi, si vous êtes d'accord. Alors là, ça sera assez facile. Le livre, n'est-ce pas, n'a pas de reliure trop épaisse qui nuise à la lecture. Petite note du lecteur. Introduction. Après 5 jours de marche forcée, vous avez l'impression d'avoir des enclumes à la place des pieds, des enclumes douloureuses. Il y a 6 mois, vous avez rejoint la compagnie naine libre au service du roi Hernan. Avec elle, vous avez arpenté la Flandre en long et en large, mais vous ne vous êtes toujours pas habitué au rythme imposé par les vétérans. Vos compatriotes de Calédonie forment le gros de la compagnie. Ils marchent fièrement, vêtus de kilts à carreaux. Le hurlement des cornemuses naines emplit l'air au-dessus de la plaine.
Au moins, certains d'entre vous ont conservé leur bonne humeur. C'est le soir. Vous vous êtes arrêté sur une plaine en bordure de forêt. 1 heure plus tard, les troupes royales vous ont rejoint avec de nombreux hommes, leurs tentes et leurs étendards. Leur présence vous rassure. Vous avez installé votre tente et vous fumez la pipe avec vos compagnons, assis près du feu. Demain, la bataille vous attend. Vous ne pouvez plus faire demi-tour. Qui sait, cette soirée pourrait bien être la dernière. Pour le moment, le moral est au beau fixe, aussi bien dans vos rangs que parmi les troupes royales. Où est Caïr ? Demande le jeune Nali. Le conseil est terminé ? Me voilà, me voilà. Caïr Macbru, capitaine de la compagnie naine libre, pénètre dans le cercle de guerriers et s'assoit sur une souche vacante, pile en face de vous. Demain, nous nous chargerons du flanc gauche, explique-t-il rapidement, avant d'ajouter. Il paraît que les Formoirs se sont joints à l'ennemi. Un silence pesant s'abat sur les guerriers. Nul n'ose prendre la parole. Nali finit par se lever et cracher en grimaçant. Les fils de chèvre, quelle sale engeance, nom d'un chien. Au moins, les chroniques raconteront clairement qui avait raison et qui avait tort dans ce conflit, ajouta-t-il après un moment en se rasseyant. À ton avis, Timine, on aura le beau rôle ou non ? Ça dépend si on gagne ou si on perd, répondez-vous sans détacher votre regard des flammes. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et puis, quelle différence, qu'on ait le beau rôle ou non ? Nous, on doit patauger dans la boue, manier la hache, fracasser des crânes, c'est notre métier. C'est la guerre. Quand on manque d'approvisionnement, on doit dépouiller des paysans. Après une bataille, on doit achever nos adversaires. On pourrait en parler longtemps, mais à quoi bon ? Il y a déjà bien assez de chants à ce sujet. N'importe quoi, s'offusque le vieux Beaumérir. Je n'apprécie pas ce genre d'humour noir, surtout avant une bataille. Tu es bien le seul à vouloir plaisanter. On va se coucher. La sagesse de l'âge a parlé, répond Caïr. Tout le monde dans sa tente, une journée importante nous attend. Cette nuit, vous rêvez de votre royaume sous la montagne natale, ainsi que des moments où votre père était de retour. Il était mercenaire et rentrait 1 fois par an pour ramener de l'argent. Il disait toujours ne pas être fait pour la mine et préférait mourir d'un coup de hache plutôt que d'une maladie pulmonaire. Quand votre père était absent, vos frères et vous n'écoutiez pas votre mère. Vous n'aviez de cesse de partir en expédition en dehors de la ville. Vous vouliez être comme lui. Votre mère s'énervait et désespérait à chaque fois que vous rentriez, sale, les vêtements déchirés. Vous vous faisiez sévèrement réprimer. Mais un repas chaud vous attendait toujours. Vous rêvez d'une de vos aventures. Vous gravissez l'escalier raide du mont de l'écoute, pas après pas. Mais les marches semblent infinies. Après un moment indéterminé, vous atteignez le sommet et regardez en direction du nord. Au loin, vous apercevez la silhouette d'une tour noire. Vous la regardez longtemps, trop longtemps. Une clameur inconnue vous arrache soudain au sommeil. Vous saisissez votre hache et vous vous précipitez dans la nuit. Le camp est sans dessous. La tente royale flambe au centre de la place. Des soldats courent dans tous les sens. Tout le monde crie d'éteindre l'incendie, d'attraper l'ennemi, de se battre dans une cacophonie épouvantable assortie de centaines de jurons. À la lumière du feu, vous apercevez Nali qui arrive au pas de course. « Qu'est-ce qui se passe » criez-vous pour vous faire entendre malgré le chaos. « Le roi est attaqué » répond Nali en courant. Un espion a infiltré le camp et a mis le feu à la tente royale. Heureusement, le souverain est sain et sauf. Tous ceux qui sont encore vivants doivent chercher le responsable. Il menace du poing le saboteur inconnu et disparaît dans les ténèbres. Vous restez immobile un instant pour rassembler vos pensées quand soudain vous avez l'impression d'apercevoir du mouvement entre les arbres. Si vous souhaitez vous précipiter dans les ténèbres pour attraper l'espion, testez votre dextérité. Réussite, on va au paragraphe, alors je pense que c'est un I6, introduction 6. Échec I11, si vous préférez vous faufiler prudemment et lentement pour fouiller les buissons, testez votre sagesse. Si vous souhaitez lancer votre hache en direction de l'ombre indistinct, I8. Si vous espérez
appeler des renforts. Si vous souhaitez appeler des renforts I9, si vous estimez que ce n'était qu'une impression, vous pouvez retourner dans votre tente pour vous reposer, oui bien sûr, avant la bataille. Après tout, le roi est en sécurité. Alors voici un premier test de compétences. Je mets ça ici, c'est juste pour l'ambiance. Hop. Et puis on va se diriger vers la piste de dés. Alors moi j'ai décidé d'avoir 7 en dextérité, 7 en sagesse. Donc le fait de choisir ou la dextérité ou la sagesse n'a en fait pas d'importance. Alors, allez, pour ce premier test, eh bien, ça nous fait 8. C'est raté. Donc, échec. J'aurais choisi la dextérité, donc en J11. Cette aventure commence très bien. Vous vous élancez, mais l'ombre aperçue dans l'obscurité s'éloigne de plus en plus et finit par disparaître complètement. Vous ralentissez votre course jusqu'à abandonner votre poursuite dans la forêt. Vous avez perdu sa trace, votre cœur bat la chamade, vos poumons sont en feu. Vous vous accordez un instant de répit pour reprendre votre souffle et vous retournez au camp, pour prendre quelques heures de repos avant la bataille. Le matin, vous vous réveillez en pleine forme, comme si vous aviez bénéficié d'une bonne nuit de sommeil et que l'apparition ténébreuse n'était été qu'un rêve. Ensuite, paragraphe 5. La matinée est fraîche. Avec votre compagnie, vous vous tenez à l'orée de la forêt sur une colline. Les rayons du soleil levant percent les nuages et inondent la plaine. De votre position surélevée, vous avez une excellente vue sur l'armée adverse qui forme les rangs en contrebas. Ils sont plus nombreux que prévu, bien plus nombreux. La vallée tout entière semble onduler sous leurs étendards et leurs drapeaux écarlates. Vous étudiez leur formation afin de prévoir la meilleure stratégie d'attaque. Cahir fume sa pipe en silence comme si de rien n'était. Pendant ce temps, le soleil chasse les nuages et une chaleur torride s'installe peu à peu. « C'est un bon jour pour mourir », déclare Nali. « Pour eux, certainement », répondez-vous. « Bien en formation », fait Cahir avant de souffler à 3 reprises dans son sifflet. Vous resserrez les rangs aux côtés des autres nains et adoptez une formation solide, propre au peuple du Nord. Vous vérifiez vos armes et vous vous assurez que vos boucliers s'emboîtent bien dans ceux des voisins afin de former un mur impénétrable. Votre patience est mise à rude épreuve alors que le soleil poursuit sa lente course. La tension est difficile à supporter, même pour le plus rodé des mercenaires. Enfin, les sabots d'un cheval se font entendre au loin et un émissaire royal apparaît. Il s'approche du capitaine pour échanger quelques mots avec lui et transmettre ses ordres. « Allez les gars !» s'écrie Cahir dans une voix tonitruante à la fin de l'entretien. « La cavalerie royale va lancer la première charge. On suit juste derrière. Eux vont frapper le centre et nous l'aile gauche. On va rétamer ces têtes de bouc. Restez groupés et ne vous faites pas tuer. » Les corps retentissent. Le vent se lève comme s'il avait été invoqué, agitant les étendards bleus de la compagnie libre. La terre tremble au rythme croissant de centaines de sabots et, sous ces étendards d'or, la cavalerie lourde du roi Hernan charge dans la vallée. Cahir donne le signal d'attaque d'un nouveau coup de sifflet, bref et puissant. Les cornemuses bourdonnent, s'échauffent, puis donnent leur pleine mesure. Vous descendez dans la vallée d'un pas uni, bouclier contre bouclier. Bien entendu, les faumois vous attendent déjà, ces rejetons nocturnes à tête de bouc, velus et noirs comme de la suie. Au moins, vous faites la même taille, ça sera plus facile de leur trancher la tête, tant qu'ils ne sont pas accompagnés par leurs sorciers de malheur. Vous détestez les mages. De toute votre vie, vous n'en avez rencontré qu'un seul, avec une once de décence, même si, pour être honnête, lui aussi était une sacrée ordure. Vous passez à l'attaque, l'ennemi est presque à portée de hache, quand soudain vous entendez des corps sonner. Ce ne sont pas vos alliés. La terre tremble à nouveau, les têtes de bouc s'éparpillent et, dans la poussière soulevée par la bataille, vous apercevez d'abord des étendards rouges sang, puis l'instant d'après la cavalerie ennemie chargeant dans votre direction. Cahir souffle 2 fois dans son sifflet. À cet ordre, vous vous arrêtez.
Vous plantez votre bouclier dans le sol et vous brandissez votre hache. Pas le temps de réfléchir, un vacarme assourdissant emplit l'air tandis que la cavalerie lourde s'abat sur vos rangs tel un bélier contre une porte. Vous êtes le dernier guerrier de la première rangée, tout à gauche. Une lance ennemie vous heurte avec une force inouïe, vous rejetant en arrière. L'impact de l'attaque vous fait lâcher votre bouclier et chuter dans les buissons avoisinants qui, pour votre malheur, dissimulaient un escarpement. Vous le dévalez en roulant et l'instant d'après, vous atterrissez dans un ruisseau. Vous vous reprenez, vous n'avez rien de cassé. Au-dessus de vous, vous entendez le fracas de la bataille. Vous remarquez que vous n'êtes pas seul. Avant que vous ne puissiez ne serait-ce que formuler une pensée, 2 faux-moires se jettent sur vous, accompagnés d'un mage qui bêle ses sorts vicieux en se terrant derrière eux. Une boule de feu jaillit de son bâton tordu, mais vous l'esquivez au dernier moment. Les faux-moires sont sur vous, défendez-vous. Terrain de combat, I5, voire page suivante. Donc il y a 2 Formog et un mage. Ils ont tous les 3 une vitesse de 2. L'un a une dextérité de 6, les 2 autres 7. Et ils n'ont pas la même sagesse. Sauf le mage, donc, enfin surtout le mage qui a 9. Les faux-moires ont une vitesse de 2. C'est donc notre premier combat, c'est le combat d'initiation. Ils ne peuvent pas franchir le ruisseau. Si l'un d'eux atterrit dans l'eau, il perd 2 points de vie. Votre vitesse est également de 2. Si vous pénétrez dans le ruisseau, vous devrez vous arrêter. Si un combattant se trouve dans l'eau pendant l'affrontement, il perd 2 points de dextérité. Pendant son tour, le mage ne vous attaquera pas au corps à corps, mais tentera plutôt de vous atteindre avec une boule de feu. Le feu a une portée de 4 cases en ligne droite. Vous devez d'abord tester la sagesse du mage. En cas d'échec, son attaque touche un autre faux-moire. Le montant des dégâts étant déterminé par un jet de dés. En cas de réussite, testez également votre sagesse pour tenter de vous défendre. Si vous réussissez le test, vous parvenez à prévoir le trajet des flammes et à les esquiver. Vous n'êtes pas touché. Si vous échouez, déterminez les dégâts que vous avez subis à l'aide d'un jet de dés et soustrayez le résultat à vos points de vie. Si vous possédez l'allumette de fer, ce n'est pas le cas, vous découvrez qu'elle protège du feu et au lieu de subir les brûlures, vous ne ressentez qu'un souffle chaud. Lorsque le sort vous touche, vous perdez 1 point de vie au lieu de calculer les dégâts à l'aide d'un jet de dés. Eh bien, ça va être notre premier affrontement. Donc voici juste le temps de mettre en place et je suis à vous. Alors voici cette première carte d'affrontement installée. Je vais reprendre la page précédente pour avoir les points de vie des ennemis. Donc ils sont bien numérotés, le numéro 1, le numéro 2, et puis le mage reconnaissable à son petit bâton de feu. Alors on va le mettre dans le bon sens. Ce serait plutôt comme ceci. Alors que je ne me trompe pas. C'est bien ça. Hop. Alors, on va démarrer. Donc phase de déplacement. Alors j'ai le choix entre me diriger vers le guerrier vers le mage, je veux dire, et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc surtout ne pas se retrouver dans l'eau, puisque lorsqu'on est dans l'eau, on a une chute de la dextérité. Donc je vais faire par exemple 1, 2. Donc tous les ennemis. Donc là, je ne suis pas adjacent au Cromlech, sauf erreur. Donc là, cet ennemi-là va faire 1, 2. 1, 2. Et lui va faire 1, 2 et lancer une première boule de feu, si vous êtes d'accord. Donc on va tester sa sagesse. Il a 9 en sagesse. Je lance 2 dés. Si c'est de 8, il a réussi son jet. Et ensuite, moi, je vais à mon tour tester ma sagesse. Donc j'ai 7. Et bien c'est réussi. Donc je ne prends qu'un seul point de dégâts. Me voici à 19. Deuxième manche. Donc je vais faire 1, comme ceci. Et je vais attaquer, n'est-ce pas, le guerrier mage. Donc pour l'instant, je suis
sur une case adjacente au chronomètre de pierre, donc je vais aller en J14, si vous êtes d'accord. J14. Vous plaquez votre dos contre les pierres moussues de l'édifice antédiluvien, espérant vous protéger des attaques ennemies. Possédez-vous l'allumette de fer? Oui, J12, non, I13. Donc je ne l'ai pas, ça sera I13. Vous sentez une chaleur agréable dans votre dos. Un gong retentit et votre main droite se met à fourmiller. En la regardant, vous découvrez que de petits éclairs bleus parcourent la lame de votre hache. Dans votre fort intérieur, vous remerciez les dieux inconnus pour leur aide et vous vous préparez à la prochaine passe d'armes. Pour ce combat, votre coefficient d'armes augmente de 2. Retournez à J5 et poursuivez l'affrontement. Alors ils disent bien pour l'ensemble du combat, c'est super. Donc là, je vais donner mon premier coup. Petit oubli, je vous ai oublié de rappeler qu'il y a un petit pense-bête identique recto verso et très bien fait et qui me rappelle tout ce qu'il y a à savoir, c'est super. Donc pour le combat, je lance un D6 plus ma dextérité, ça fait 9. Et donc j'attaque le mage qui a lui 7 en dextérité, je le trouve très agile moi pour un mage. Et lui il fait 6. Donc 6 plus 7 égale 13. Moi j'ai fait 9, donc ça fait 4. Je n'ai pas de valeur de défense ou de choses comme ça, donc je perds 4 points de vie. Bim. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite c'est le tour des ennemis. Donc on va faire dans le même ordre pour ne pas se tromper. Donc on va d'abord faire jouer cet ennemi. Donc lui attaque toujours. Alors est-ce qu'il peut attaquer avec sa boule de feu au corps à corps? Il ne vous attaquera pas au corps à corps, mais tentera plutôt de vous atteindre avec une boule de feu. Bon, il n'y a pas de raison, on va faire simple. Donc on va tester la sagesse du mage. C'est réussi. Je tente de me défendre avec ma propre sagesse. C'est réussi, je perds un point de vie et bim. Ensuite, le deuxième ennemi, 1, 2. Et il m'attaque. Donc là, vous remarquez que je suis entouré par 2 ennemis, n'est-ce pas? Donc je vais avoir un petit malus. Alors est-ce qu'il est rappelé le malus sur encerclement? Moins 1 en dextérité. Donc j'ai moins 1 en dextérité. Et c'est comme ça. Donc c'est l'ennemi numéro 2. Et lui, il a 7 en dextérité. Donc il lance un dé. Ça lui fait 8. Moi je lance mon dé aussi. Et j'ai moins 1. 4. Donc ça fait... Donc la différence entre mes deux résultats, c'est... Donc là ça fait comme si c'était un 3. Donc ça fait 2. 2 plus mon bonus d'arme qui est de plus 2. Donc ça fait 4 points de dégâts. Je ne me trompe pas. Il y a pas mal de choses à penser mine de rien. Ça sent le misplay. Coefficient d'armure augmente de 2. C'est bien ça. Donc je lui inflige 4 points de dégâts pour ce premier... cette première passe d'armes. Donc ils ont tous 6, ils ont tous 8. Et donc c'est le numéro 2. Donc le numéro 2, il ne nous reste plus que 4. Ensuite le dernier joue 1 et 2. Nouvelle manche. Donc là je suis un petit peu coincé quand même. Je le trouve super costaud, moi, pour un mage. Mais bon, c'est pas grave. Allez, dextérité pour Timine. 5. 5 moins 1, donc ça fait 4. Plus 7, 11. Et pour l'autre, 11, 10. Donc j'ai gagné. Ça fait 1 de différence. Plus mon coefficient d'arme, puisqu'ils n'ont pas d'armure. Ça fait 3. Donc je mets 3 points de dégâts au mage. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très très compliqué. On va essayer d'y arriver, mais bon. Alors.
Il me reste combien de points de vie? J'en ai perdu 2, 3, 4, 5, 6. Donc je ne suis pas encore avec le malus. Allez, le mage attaque. On teste sa sagesse. 9, il est en sagesse. Et bien, il a réussi. Et pour moi, je teste ma sagesse. Et moi, j'ai réussi aussi. Je perds 1 point de vie avec la boule de feu. Ensuite, l'autre ennemi, dextérité. Donc, c'est toujours le Formec numéro 2. Lui fait un 4. Donc, on a la même. Donc, en fait, c'est tout simple à compter. Moi, je fais un 3 moins 1, ça fait 2. Il a gagné. Je perds 2 points de vie. Ensuite, le dernier se rapproche d'une case. Et puis, basta. Nouvelle manche. J'attaque avec le mage, toujours. Donc, 5 plus... donc 4 plus 7, 11. Et pour le mage fait 13. Donc, il m'inflige 2 dégâts. Bim. Donc là, je passe à un malus de 2 pour la dextérité. Ça va être compliqué, hein. Enfin, je rajoute 2 à mes jets de dextérité. Donc forcément, c'est plus dur. Alors, que je me trompe pas, c'est uniquement pour les tests de dextérité, en fait. Ouais, ça joue pas sur les combats, en fait, le malus. Ça ne joue que pour les tests de dextérité ou de sagesse. Enfin, ça va jouer pour la boule de feu, ça c'est clair. Mais ça ne va pas jouer sur le combat. Bon, ok. Donc le guerrier m'attaque. Un petit peu de mécanique quand même, mais ça va venir. Alors, dextérité du guerrier adverse. 1. Donc ça lui fait 8. Et pour moi, 1 aussi. Mais moi j'ai un malus de 1. Donc il m'inflige 1 dégât. Bim. Ça bouge pas, on refait un tour. Timine, dextérité. 4 moins 1, ça fait 3. Et 6, 6 moins 3. Je perds 3 points de vie. Ensuite, le mage lance sa boule de feu, test de sagesse. C'est réussi, je me défends. C'est raté. Donc moi, je perds. La boule de feu, c'est combien? C'est un D6. C'est un D6. Je perds 4 points de vie. 1, 2, 3 et 4. Il me reste 1 point de vie. Donc c'est très simple, je ne vais pas aller plus loin et on va considérer que je perds puisque je ne peux pas du tout m'en sortir. C'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur. Si vous êtes tombé au combat, rendez-vous au paragraphe 69. Alors voyons ça. 69. Donc premier combat, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Alors est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas capté? C'est possible, hein. Mais bon, ils ont une dextérité qui est équivalente à la mienne, donc si vous voulez, et ils sont 3. Donc c'est compliqué, quoi. Alors on a dit combien? On a dit 69. 69. Il est où 69? Ça passe du 68 au 70. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah, mais il y a les... Ah, c'est à l'épilogue. Ah, épilogue. Alors, si vos points de vie descendent en dessous de 5... Ah, mais j'ai mal lu. Bon, mais je viens juste d'arriver en dessous de 5. Rendez-vous en 3. Ça paraît compliqué, hein. Alors, je suis nul, ce qui est possible. Lorsque vous revenez à vous, la première chose que vous voyez est le toit d'une tente. Vous avez survécu, mais vous êtes mal en point. La fièvre vous consume et vous ne connaissez pas l'étendue de vos blessures. Caïr apparaît peu après à sa vue. Vous vous efforcez de vous asseoir.
Il vous regarde, la mine sombre. « Tu es vivant ?»« Je crois, répondez-vous d'une voix faible. Comment m'avez-vous retrouvé ? » ?»« Par hasard. Après la bataille, on a cherché tous les survivants. On t'a trouvé inconscient et gravement blessé dans le ruisseau. »« Et la bataille ? Demandez-vous finalement. »« Nous avons gagné, mais nous avons subi de lourdes pertes. »« Sale affaire, commentez-vous en retombant sur votre couche avec un gémissement. Après un bref silence, vous ajoutez. Merci, capitaine, vous nous avez bien menés. Bien menés, mais nulle part. Le simple fait d'y penser le fait grimacer. On s'est d'abord fait submerger par la cavalerie, puis un mage faumoir nous a attaqués de flanc. Bien des nôtres ont brûlé sous ces boules de feu. La compagnie s'est délitée. Il ne reste que peu d'entre nous. Au moins, on t'a retrouvé, mais c'est pas passé loin. Un instant de plus et tu étais fini. Paragraphe 4. Ta blessure est grave, annonce Caïr. Les médecins du coin ne sauront pas te soigner. Le roi Hernan va envoyer aujourd'hui une délégation vers le nord à Utgard, par voie maritime. J'ai fait en sorte que tu aies une place à bord du navire. Les meilleurs guérisseurs du monde se trouvent à Utgard. Si eux ne réussissent pas à te guérir, personne n'y parviendra. Il s'interrompt un instant. Et si tu es destiné à mourir, au moins tu reverras le royaume sous la montagne une dernière fois, ajoute-t-il plus bas. Merci, capitaine, ce fut un honneur de combattre sous vos ordres. Dors maintenant, on va te transporter sur le navire dans 1 heure. Vous retombez sur votre lit et sombrez dans les ténèbres d'un sommeil sans rêve. Allez au 1. Donc voici pour cette introduction. Alors, honnêtement, je ne sais pas s'il est possible de gagner ce combat. Alors, peut-être qu'il faut se réfugier sur ce côté-là et au bon moment traverser. Ça me paraît compliqué. Vu les coefficients des adversaires, ça me paraît délicat. Bon, allez, je me rends au 1. Trêve de réflexion, ça sera pour l'effet suivant. Les tisseurs de rage, la frontière nord. La ville résonne du roulement des charrettes, du brouhaha des conversations et des appels des marchands. Assis près de la fenêtre de l'auberge, vous admirez les abris multicolores dressés sur les chariots qui défilent dans les rues pavées, incapable de détacher vos yeux du fourmillement de cette vie urbaine. Il y a peu, vous gisiez sur le champ de bataille, avec une blessure qui ne laissait que peu de chances de survie. Aujourd'hui, pratiquement guéri par les plus grands médecins d'Utgard, vous prenez le temps d'admirer la beauté de la civilisation. La majeure partie de l'argent que vous avez touché après la campagne de Flandre est passé dans votre convalescence et votre séjour à l'auberge. Le roi Hernan vous a remercié les mercenaires qui avaient soutenu ses armées et leur a versé leur solde. Vous avez déjà passé plusieurs semaines dans cette ville et, pour être honnête, il est grand temps que vous la quittiez. Un vent glacial pénètre par la fenêtre et vous vous blottissez un peu plus dans votre fourrure d'ours. Un passereau se pose soudain sur le parapet, penchant sa tête de façon amusante. Il ouvre grand son petit bec et vous entendez une voix étrangement familière. « Bonjour, j'ai un message pour toi. » Il vous regarde en secouant la tête, puis parcourt la pièce du regard et reprend. « C'est bon, je peux parler ? Très bien. Bonjour, mon vieil ami. J'ai entendu dire que tu es dans les parages. J'ai besoin d'aide de toute urgence. Je suis prisonnier de ma propre demeure dans ma tour blanche à 3 jours de route au nord d'Utgard. C'est la faute de ce vaurien, ce sorcier. Libère-moi et je ferai tout ce que tu voudras, dans la mesure du possible, bien entendu. En tout cas, je peux te promettre de l'or. Pitié, fais vite. J'ai terminé, tu peux t'en aller. Le petit oiseau ferme son bec et vous regarde d'un air curieux. Vous répandez quelques miettes de votre repas de la veille sur le rebord de la fenêtre. Le passereau picore un instant, se retourne et prend son envol.
Vous réfléchissez un instant. Cette voix appartenait sans aucun doute à Zagortor. Malgré sa manière si familière de s'adresser à vous, vous ne vous êtes pas séparés en bons termes. Après tout, qui voudrait être ami avec un mage? Toutefois, vous pouvez être certain qu'il tiendra parole, et vous auriez bien besoin d'or. Et puis ce sorcier pourrait-il avoir quelque chose à voir avec la tour noire dont vous rêvez? Quelque part, vous en êtes persuadé. De toute façon, vous n'avez plus rien à faire ici. Votre décision est prise, vos points de vie sont revenus à 20, modifiez-les sur votre fiche de personnage. Alors, on peut partir immédiatement vers le nord. Il y a une petite flèche vers le haut. Ah oui, d'accord, il faut faire un plan. Il faut faire un plan, chers amis, donc point de vie. Bon, si vous avez joué le livre et que vous êtes arrivé à vaincre, vous avez une astuce pour vaincre les formoirs du début de l'aventure, je suis preneur. Mais peut-être que ce jeu est plus tactique que prévu. Donc moi, je vais m'attarder en ville, si vous êtes d'accord. Alors je trouve cette introduction assez sympa, avec un combat qu'on ne peut pas gagner. On est vraiment dans la peau d'un nain, on s'y glisse, on n'aime pas les mages, on est petit, on est un peu roublard, et c'est bien foutu. Le style n'est pas aussi bon que les veilleurs. Je vais souvent m'y référer dans toutes mes vidéos suivantes, mais c'est pas aussi bon, mais ça reste plaisant. Plaisant, fluide et rapide. Donc moi je vais m'attarder un petit peu en ville, si vous êtes d'accord, au 143. Alors, il ne faut pas que je me trompe. En 143. Alors, l'organisation de ce livre, pour l'instant, me laisse un petit peu perplexe. Je continue, 143. Non, c'est correct. La cité. On a de splendides illustrations. Utgard, capitale du Nord, réputée pour ses médecins de renom. Ce n'est que sur ces terres et dans ce climat que l'on peut trouver de la glaise rouge, ingrédient incontournable utilisé pour la plupart des médicaments du monde connu en raison de ses vertus médicinales extraordinaires. Vous pouvez vous rendre à l'auberge au Dragon, chez un médecin ou chez un armurier. Alors, compte tenu de ce qui précède, je vais d'abord me rendre chez un médecin. Non. Si. 90. Vous poussez une porte grinçante. Devant vous, vous voyez un cabinet rempli de livres. Des tomes épais trônent sur les étagères, gisent au sol et sont empilés sur le bureau près duquel est assis un homme vêtu d'une longue robe. Il griffonne quelque chose, la mine sombre, tout à son ouvrage. Toutefois, à votre vue, son visage s'illumine. « Bienvenue, bienvenue, valeureux guerrier, asseyez-vous, monseigneur. Quel mage vous ronge-t-il donc? Votre âge vous fait-elle des ampoules, ou bien souffrez-vous d'une blessure mal refermée datant de votre dernière campagne? Ou peut-être, fait-il avec un clin d'œil malicieux, souhaitez-vous une potion pour satisfaire ces dames? Je vous connais, bande de voyous. Son rire est salace, mais sonne faux. En fait, je voudrais une potion de soin, interrompez-vous, le médecin. Bien entendu, je vous la prépare de suite avec plaisir. Cela ne vous coûtera que 40 couronnes, tout simplement. J'ai toutefois besoin d'une mesure de glaise rouge. Je ne pourrais rien faire sans. Possédez-vous de la glaise rouge? Si ce n'est pas le cas, vous ne faites pas perdre son temps à l'érudit et vous sortez. 143. Eh bien, je sors au 143, puisqu'on ne veut pas de moi ici. 143. Alors, je vais... Ah, mais il y a d'autres choix, j'ai pas vu. Vous auriez pu me le dire. Alors, je peux aller à la Maison de l'Épée, à l'impasse des voleurs, à la boutique du joaillier, quitter la ville par la porte nord, 36, quitter la ville par la porte est ou la porte ouest. Ah oui, il y a pas mal de choix, hein.
Alors, vous savez quoi? Je vais d'abord me rendre à l'auberge. Il faut toujours, quand on est nain, se rendre en premier lieu à l'auberge. Ou alors à l'armurerie, pour mieux m'équiper. Allez, 120. Armurerie, vous voyez, je change vite d'avis. 120. Des coups de marteau résonnent dans la forge avec entrain, tandis que les apprentis de l'armurier s'affairent à leur tâche. Ce dernier est attablé près d'une bouteille à moitié vide et lance des commentaires taquins sur le travail des compagnons. Lorsque vous entrez, il est en train de lancer à l'un d'eux. « Jacques, tu ne sais pas forger, Jacques, tu es mauvais !» Et part d'un rire incontrôlable. Puis il se tourne vers un autre et déclare « Et alors, cette armure, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Ma grand-mère irait plus vite que toi. » Vous vous approchez de l'armurier. « Bonjour, maître, auriez-vous de bonnes armes ? » « Il est aveugle ? Il ne sait pas lire les prix ?» lance l'artisan en pointant un doigt crasseux sur un morceau de parchemin cloué à une poutre où l'on peut lire ce qui suit. Hache lourde à double tranchant, coefficient d'armes 2, super, prix 80 couronnes. Je ne pourrais pas pour l'instant. Équilibrage et affûtage des armes, coefficient d'armes actuel plus 1, prix 45 couronnes. Côte de maille, coefficient d'armes 2, prix 70 couronnes, je n'ai pas les moyens. Et enfin, coefficient d'armes 1, un bouclier donc, prix 60 couronnes, je n'ai pas les moyens non plus, je regarde s'il y a autre chose. Si vous possédez la somme nécessaire, vous pouvez acheter quelque chose. Si vous possédez une mesure de glaise rouge, vous pouvez lui demander de fabriquer une dague en alliage spécial qui restera invisible face au sort de détection des armes. Ce service est onéreux et il coûte 100 couronnes. Si vous effectuez un achat ou faites fabriquer la dague, ajoutez l'objet correspondant à votre inventaire et retranchez la somme adéquate. La dague s'appelle dague de glaise rouge. Vous ne pouvez faire équilibrer et affûter une lame qu'une seule fois par partie. Ah bon? Si vous ne souhaitez rien acheter ni fabriquer, sortez au 143. Et bien, je crois que je vais me rendre à l'auberge comme prévu. Donc à l'auberge du Dragon, c'est 53. Alors là, je vois l'auberge au Dragon. J'espère qu'il n'y a pas... J'ai pas consulté les errata. Peut-être faire une pause pour consulter les errata. Qu'est-ce qu'il y a au 53? Est-ce que c'est bon? L'auberge, ah ben non, c'est bon. L'auberge est plutôt calme en hiver. Vous pouvez prendre un repas chaud et une chambre pour une nuit pour un prix de 10 couronnes. Le gigot de mouton au chou accompagné de bière et suivi d'une bonne nuit de sommeil dans un lit confortable vous redonneront 10 points de vie. Si vous passez commande, apportez les modifications nécessaires à votre fiche de personnage, soustrayez 10 couronnes et ajoutez-vous 10 points de vie. Tout ça, je trouve que c'est des trucs qui perdent des lignes parce que franchement, quand on lit un livre dans l'euro, on peut résumer ça en gras, par exemple, c'est exposé 2 fois, en fait. Je trouve ça nul. Alors, écoutez les ragots en 121. Si pendant votre partie, vous n'avez pas rencontré l'orque prénommé Gros Bulbac, vous pouvez aussi jouer aux cartes, 78. Ben, je vais écouter les ragots en 121. Ah ben voilà. Donc le lieu est rappelé à chaque fois dans l'encart, en fait, si vous voulez. Intéressant. Ah, les ragots. Aucune auberge n'en manque jamais. Les convives éméchés et réchauffés par le feu qui crépite joyeusement parlent de plus en plus fort sans se soucier des oreilles qui traînent. Et vous laissez justement traîner les vôtres. Le Nord est en proie au blizzard et au maléfice. Il paraît qu'un sorcier a élu domicile dans l'ancienne tour noire. Des monstres ont fait leur apparition. Les humains ont abandonné leur maison pour s'exiler plus au sud et ceux qui sont restés ont amèrement regretté leur choix. L'un des villages qui a refusé de se soumettre aux sorciers est parti en fumée et ses habitants ont été transformés en trolls, chargés de garder l'accès à la tour. Les communications avec la ville, la plus au nord, Tusculum, ont été rompues. Personne ne sait ce qui s'y passe depuis plusieurs mois. Les taxes à l'exportation ont chuté afin de stimuler le développement et la vente de produits manufacturés. Le prix des étoffes et des teintures ont baissé. Les navires apportant du bois venus par-delà les mers, du territoire des Polanes et des Russes,
se font de plus en plus rares et l'abattage a pratiquement cessé au nord d'Udgar. En conséquence, le prix du bois a fortement augmenté. Le pays des Totons a imposé des taxes supplémentaires aux nains, qui ont réagi en se rebellant. Le duc Sigismond a réprimé l'insurrection par le fer et par le feu. Les branches des arbres ont ployé sous le poids des pendus à la gloire de Wotan. Sous le couvert de la nuit, les nains rescapés ont fui vers le nord et l'est à la recherche de nouveaux lieux pour leur demeure et leurs mines. Vous plongez dans vos pensées. En effet, le monde a connu des bouleversements. Rendez-vous en 53. Alors, je n'ai pas rencontré l'orque prénommé Gros Bulbag, donc je peux aussi jouer aux cartes au 78. Peut-être gagner, c'est vrai que les nains sont joueurs, ça paraît logique. Le jeu du Marius infernal. 3 orques sont assis à une table. Ils traînent dans l'auberge le temps que l'hiver passe, découvrant leurs crocs jaunis et lançant un juron de temps à autre, ils dilapident leur solde en jouant au Marius infernal. Vous pouvez vous joindre à eux. Les règles sont les suivantes. Choisissez une mise. Cette dernière ne peut pas être supérieure à la somme que vous possédez, vous ou les orques. Testez ensuite votre sagesse. En cas de réussite, vous conservez votre mise et gagnez la somme que vous avez misée. En cas d'échec, vous perdez votre mise. Au début du jeu, les orques possèdent 300 couronnes. Vous ne pouvez pas gagner davantage au cours de l'ensemble du jeu. Après chaque partie, notez la somme qui reste aux orques. Si vous disposez de votre propre jeu de cartes, passez au paragraphe correspondant au numéro inscrit sur la boîte. Mais je n'ai pas mon jeu de cartes. Une fois la partie terminée, ou si vous n'avez plus d'argent, vous pouvez jeter un œil autour de vous ou sortir de l'auberge. Eh bien, je vais sortir de l'auberge au 143. Donc là, il me faut un jeu de cartes pour jouer avec les orques. Alors, je vais me rendre peut-être à l'impasse des voleurs. Je vais faire tous les lieux, hein, de toute façon. Donc je vais en 34. La maison de l'épée appartient à l'ancien mercenaire Frédéric Van Hesse. Il y enseigne les arts du combat à l'aide de différentes armes. Compte tenu de ses tarifs élevés, le gros de sa clientèle est constitué d'aristocrates prêts à de sérieuses dépenses pour en apprendre plus sur l'escrime et acquérir de nouvelles compétences. Vous lui demandez s'il a du travail pour vous. Je ne cherche pas d'instructeur pour le moment, mais tu pourrais servir de partenaire d'entraînement à ces abrutis d'aristocrates. Pour faire court, tu les laisserais te rosser contre de l'argent. Si ça te va, je t'embauche pour une journée complète de combat au bâton, à la matraque et à la lance. Ça ne sera pas la meilleure journée de ta vie, mais je te paierai 10 couronnes. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile pour gagner sa vie, mais il n'y a pas toujours le choix. Si vous acceptez, vous gagnez 10 couronnes, mais vous perdez la moitié de vos points de vie actuels. Vous pouvez vous faire embaucher une seule fois pendant toute la durée du jeu. Si cela vous convient, ajoutez la somme convenue à votre inventaire. En vous regardant d'un air attentif, il mentionne également que si vous souhaitez apprendre quelques nouveaux mouvements, il peut vous proposer un stage de 3 semaines au prix de 100 couronnes. Si vous participez à la formation, votre dextérité augmentera de 1, c'est intéressant. Si vous possédez l'émeraude, Frédéric peut l'accepter comme paiement au lieu de l'or. Rayez-la alors de votre inventaire. Quelle que soit votre décision, il est temps de vous mettre en route au 143. Alors, je n'ai pas d'émeraude non plus, et donc je retourne au 143. Pas que j'oublie que j'ai ça. Eh bien, écoutez, impasse des voleurs au 209. Alors, l'impasse des voleurs, testez votre sagesse. Bon, on va tester la sagesse directe. Hein. Alors, j'ai 7 en sagesse. C'est réussi. 229. Vous jetez un œil dans l'allée sombre.
Vous n'aimez pas du tout ça. On dirait le genre d'endroit où tous les passants inattentifs se font assommer et dépouiller de leur argent. Après mieux réflexion, vous préférez visiter les autres recoins d'Udgar. J'ai fait une erreur ou quoi? Il ne faut pas rentrer dans... Ok. Bon, eh ben 143 alors. Je suis déçu. Je sais pas si ça s'entend. Si ça s'entend. Et enfin, il nous reste la boutique du joaillier en 266. 266. La boutique du joaillier est située dans le quartier le plus riche d'Udgar, ce qui se reflète dans les rues soignées et les tenues des passants. Certains jettent des coups d'œil méprisants sur vos vêtements de voyage usés. Toutefois, la boutique elle-même ne paie pas de mine. La pièce est divisée en deux par une grille de fer derrière laquelle travaille le joaillier à la figure maigre et légèrement bossue. Il s'avère qu'il s'occupe aussi de tailler les pierres précieuses. Il interrompt son travail à votre entrée et lève les yeux vers vous. Eh bien, on a un client. Bonjour, maître nain. Vous venez sans doute de sous la montagne avec des pierres précieuses à vendre. Je vous en achèterai volontiers quelque chose, mais les affaires sont mauvaises en ce moment. Je meurs pratiquement de faim. Encore un peu, et je n'aurai plus rien à mettre dans l'assiette de mes pauvres enfants. Ma femme me dit de changer de métier. Mais comment? Je ne sais rien faire d'autre que tailler des pierres. Vous observez le maigrichon, admiratif de son jeu d'acteur. Avez-vous une pierre précieuse à vendre? Eh bien non. Donc je retourne au 143. Eh bien, j'ai encore fait chou blanc. Donc je vais sortir de la ville par le nord, puisque l'oiseau m'a indiqué d'aller au nord, si je ne me trompe pas. 143, donc je quitte la ville par la porte au nord, au 36. Vous quittez la ville par la porte nord d'un pas vif. Heureusement, la soute est bien tracée et vous n'avez pas à vous confronter au monceau de neige. Elle est jalonnée d'immenses bornes antiques qui indiquaient leur chemin aux voyageurs d'antan, quand le nord était encore couvert de neige. Vous vous retournez pour lancer un regard d'adieu aux murs solides d'Udgar. Les premiers flocons de neige de la journée caressent votre visage. Vous voyagez ainsi toute la journée avec de brèves interruptions pour vous reposer. En début de journée, vous atteignez un croisement. Vous décidez de vous arrêter ici au 92, à la croisée des chemins. Vous vous tenez à la croisée des chemins. La nuit tombe et bientôt les ténèbres recouvriront le monde. La plaine blanche s'étend aussi loin que porte le regard, sans aucun arbre ni buisson. Vous allez camper ici. Heureusement, vous avez amené de quoi faire un feu. Vous dégagez un espace dans la neige pour l'allumer. Le soleil se couche à l'horizon. Au loin, des loups hurlent. Vous dormez pour être reposé et prêt à reprendre la route le lendemain. 94. Vous veillez pour que le feu ne s'éteigne pas. Je veille pour que le feu ne s'éteigne pas, évidemment, en 98. Vous ajoutez du bois au feu et vous vous emmitouflez dans votre fourrure d'ours. Lancez un dé. Si vous obtenez 1, 2 ou 3, 96. Si vous obtenez un autre chiffre, 95. Bon, c'est un peu un pile ou face. Hein. Quel que soit le résultat, vous perdez 2 points de vie. Bien. Eh bien, j'ai fait un 3, ça sera 96 et je perds 2 points de vie. 96. Oula. Des hurlements se rapprochent. Vous levez la tête et apercevez des yeux rouges qui brillent dans l'obscurité. Vous vous levez d'un bond et vous ajoutez du bois à votre feu, faisant jaillir des flammes. La lumière vous révèle des loups blancs, tout crocs dehors. Terrain de combat 96, voire page suivante, votre vitesse est de 2. Lancez un dé pour déterminer le nombre de loups. Ah oui, mais alors dis donc, entre 4, 3 et 2 loups, c'est pas la même chose. Hein. Dans le cercle de lumière jeté par votre feu de camp, les loups ont une vitesse de 1 et vous de 2.
Dans l'obscurité, les loups ont une vitesse de 2 et vous de 1. Lorsque vous vous trouvez hors du cercle de lumière de votre feu de camp, retirez 1 à vos jets de dés. Lorsque les loups se trouvent dans le cercle de lumière, retirez 1 à leur jet de dés. Après chaque manche que vous remportez, les loups tenteront de vous éloigner du feu de camp. Testez la dextérité du loup. S'il y parvient, vos 2 figurines se déplacent de 2 cases en direction de l'obscurité. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Bon, alors, je vais installer tout ça. Si vous êtes d'accord, j'en ai pour un instant. Et auparavant, je vais voir combien de loups on a. C'est cassé. 5, eh bien, ça fait 2 loups. Donc, ça va. C'est moins pire que prévu. Alors, est-ce que j'ai des loups à découper? Bon, je vous dis à tout de suite. Alors, voici le terrain installé avec 2 loups. Alors, à noter qu'il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, quand j'ai dépunché les figurines, il n'y avait que le premier combat, à savoir Sati, qui était dépunché. Donc, le prédécesseur de ce jeu n'a joué que l'introduction, et a décidé que ce n'était pas pour lui, et a revendu le jeu, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, eh ben, on va démarrer ça. Donc, je dois me déplacer. Donc, par exemple, je vais faire... Alors, après chaque manche que vous remportez, les loups tenteront de vous éloigner du feu de camp. Donc, une manche que je remporte, c'est une manche où j'ai infligé des dégâts et où je n'en ai pris aucun. Bon, écoutez, on va voir ça. Donc, par exemple, je fais 1, 2. 1, 2. 1, 2. Donc là, je ne vais pas bouger. Donc cet ennemi fait 1, 2. Et celui-là fait 1, 2. Donc là, je fais 1. Alors, quel est le loup le plus faible? Le loup le plus faible, c'est le loup numéro 2. Donc je vais me diriger vers celui-ci. Il n'a que 6. Et il n'a que 6. Donc j'attaque. Et moi, lui, il a un malus de 1. Oh, putain, je me souviens pas. Lorsque vous trouvez hors du cercle de lumière, lorsque les loups se trouvent dans le cercle de lumière, retirez 1 à leur jet de dés. Donc en fait, c'est comme s'il y avait 5 en dextérité. Et moi, j'ai 7. Donc j'ai quand même un petit avantage. Allez. 6. 6 plus 7, ça fait 13. Et pour mon adversaire, 5 plus 5, ça fait 10. Donc ça fait 3. Je lui inflige 3 points de dégâts pour le loup numéro 2. Hop. Voilà. Et donc le loup numéro 1 se déplace de 2 cases. Il m'attaque. Donc lui, il a 7 en dextérité. Et moi, j'ai un malus de 1 parce que je suis entouré. Donc ça fait 11. Et pour moi, ça fait... ça fait 10. 10. Donc les deux malus s'annulent. Je perds un point de vie. Bim. Le deuxième loup attaque. Donc lui, ça lui fait toujours 5 en dextérité. 10 et moi 7 plus 1, c'est 8. Je perds 2 points de vie. Donc je n'ai pas gagné la manche, je n'ai pas remporté la manche parce que j'ai pris des dégâts. Donc il ne me pousse pas. Alors j'y vais, j'attaque à nouveau le numéro 2. Donc là je suis à 7 plus 4, ça fait 11, moins 1, 10. Et pour le loup, 6 plus 3, 9, moins 1, 8. Je lui inflige 2 points de dégâts.
presque mort. Le loup numéro 1 attaque. Donc il a 7. Donc toujours les mêmes malus. Le moins 1, j'en tiens pas compte. Moins 1 de malus pour Timine parce qu'il est entouré de 2 adversaires. Et moins 1 pour les loups parce qu'ils sont dans l'air du feu. Donc pour le loup, ça fait 6. Et pour moi, ça fait 2. Je prends 4 points de dégâts. 1, 2, 3, 4. Ensuite, pour le loup numéro 2, donc lui, ça lui fait 12. Et pour moi, 4 plus 7, ça fait 11. Je prends 1 point de dégâts. Ça va super vite. Ça va super vite. Ensuite, je réattaque le loup numéro 2. 1, décidément. 8. Et pour mon adversaire, 6 plus 4, ça fait 2. Je n'ai pas gagné une seule manche. Je perds 2 points de vie. Et pour l'autre loup, ça fait 1 plus... donc c'est le loup... Ça fait 7. Et pour moi, 9. Donc là, je lui inflige 2 points de dégâts. 2 points de dégâts et il est mort. Je n'ai pas fait de boulette. Voilà, hop. Donc là, c'était, vous voyez, le loup attaqué, il s'est pris des dégâts. Bon, nouveau tour, nouvelle manche, j'attaque. Donc là, lui a un malus de 1 et moi, non. 4 plus 7, 11. Et pour lui, 2 plus 7, 9. Il prend 1 point de dégâts. Ensuite, alors j'imagine avec 4 loups. J'imagine avec 4 loups. Je ne peux pas passer ce combat. Ou alors il y a un truc que je pige pas. Bon, contre-attaque du loup. Donc lui, ça fait 12. Et pour moi, enfin ça fait 11 avec le malus. Et pour moi, ça fait 3, ça fait 10. Je prends 1 point de dégâts. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de vie. Donc j'ai toujours pas gagné la manche. Enfin, je crois que j'ai gagné aucune manche. J'ai peut-être gagné une manche quand même. Ah, c'est pas grave. Bon, il y aura des boulettes, hein, ça c'est sûr. Allez, Timine, 2, plus 7, 9. Pour l'adversaire, 1, plus 6, puisqu'il a un malus de 1, ça fait 7. Donc ça fait, il perd 2 points de vie. Contre-attaque du loup. Donc 6 plus 5, 11. Et pour moi, 2 plus 7, 9. Je perds 2 points de vie. Je continue. Donc j'ai toujours pas gagné la manche, j'ai pris des dégâts. 2 plus 7, 9. Et pour mon adversaire, 5. C'est incroyable, hein. 5 plus 6, 11. Donc je perds 2 points de vie. Il me reste 3 points de vie. J'ai toujours pas gagné la manche. J'attaque. 1. C'est stupéfiant. Donc 8. Et pour lui, 5. Ça fait 11. Je perds 3 points de vie. Eh bien, écoutez, si vous perdez, allez au 225. J'ai perdu. Et là, sans aide, compliqué. Hein. Alors, il y a un truc que je n'ai pas dû capter. Peut-être qu'il faut tourner autour du feu, je ne sais pas. 220. Ah oui, mais non, j'ai fait une boulette. Les ennemis se déplaçaient que d'une case dans le feu. Bon, je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose. Vous avez la sensation de tomber dans un puits sans fond. Le temps s'est suspendu et vous ne savez pas si des secondes ou des minutes ou des journées se sont écoulées. Vous tombez, vous ne voyez que les ténèbres. Mais s'agit-il de ténèbres ou de néant? Vous tombez, des étoiles tournoient autour de vous. Jetez un dé.
3. Je vais au 227. Le Valhalla. Un homme attablé à qui il manque un bras rit aux éclats, cognant la table en chaîne de sa corne et faisant gicler sa bière de tous les côtés. Les molosses couchés à ses pieds arrêtent un instant de ronger leurs os et regardent joyeusement leur maître. « Tu leur as fait voir de toutes les couleurs, hein, mon gars !» s'écrie Tyr avec joie. « Je n'avais jamais vu un tel combat depuis longtemps, mais sur ce dernier coup, tu as manqué ton affaire. »« Sire, que va-t-il advenir de moi maintenant ?» Tyr repousse son gigot entamé, s'essuie la bouche et rote avec entrain. Timine, avec les autres dieux, on a fait des paris pour savoir si tu allais réussir ou non. J'ai beaucoup trop misé sur toi, ce n'est pas le moment de mourir bêtement comme tu viens de le faire. Je vais t'aider un petit peu. On ne dira rien à personne. Je vais reculer le temps de quelques instants. Toi, retourne-y et achève ta mission. Ça nous sera profitable à tous les deux. Vos points de vie, vous sentez que vos forces reviennent. Vos points de vie reviennent à 20. Votre dextérité, votre sagesse augmente d'1 point. La pièce disparaît sous vos yeux ébahis et un instant plus tard, rendez-vous au 92. Ça, c'est miraculeux. Pas... Le combat m'a paru dur, pour tout vous dire. Ah bah, me revoici de nouveau à la croisée des chemins. Bon, eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter là pour ce soir, mais je pense que je reprendrai sur la même vidéo. Donc le temps de remettre mes points de vie au total. Bon, alors, petit verdict après ce semi-premier essai. Je trouve ça assez vivant, assez fluide, bien correctement rédigé. Les combats sont un peu longs quand même, mais bon, c'est le but du jeu, c'est d'avoir un mini wargame. Alors je pense qu'il va y avoir une petite phase d'apprentissage au niveau des combats, et puis ça va se faire. Donc là, première erreur qui ne m'a pas trop coûté, mais les loups ne se déplaçaient que d'une case, donc j'aurais eu peut-être un peu plus de temps, mais ça me paraît compliqué, quoi. Hein. Là, ça va être un peu plus facile avec une dextérité à 8 et une sagesse à 8, c'est certain. Bon, alors peut-être à tout à l'heure, et puis voilà.